Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? C'est très choquant, très étonnant. Découvrez tout dans cette vidéo. Rembobinons d'abord. Nous sommes en 1994. L'apartheid vient de s'effondrer après des décennies de résistance, de sang, de souffrance et de lutte. Nelson Mandela sort de prison, devient président d'une Afrique du Sud libre et prononce ces mots qui résonnent encore aujourd'hui dans la conscience collective du continent africain. Il parle d'une nation arc-en-ciel. Il parle d'un pays qui n'appartient plus à une race ou à une ethnie, mais à tous ceux qui y vivent, qui y travaillent, qui y respirent. C'est une vision extraordinaire, une vision qui émeut le monde entier. L'Afrique du Sud abolit les lois racistes sur l'immigration, ouvre ses frontières et envoie au reste du monde un signal fort. Ici, nous sommes différents. Ici, nous avons appris de nos erreurs. Ici, nous construisons quelque chose de nouveau. Et effectivement, des milliers d'Africains venus du Mozambique, du Zimbabwe, du Nigeria, du Malawi, du Ghana, de la République démocratique du Congo et d'ailleurs répondent à cet appel. Ils arrivent, ils s'installent, ils travaillent, ils créent des commerces, ils élèvent leurs enfants, ils contribuent à l'économie de ce pays qu'ils ont aidé à libérer. Parce que oui, il faut le rappeler avec force, quand l'Afrique du Sud gémissait sous le joug de l'apartheid, c'est toute l'Afrique qui s'est levée pour elle. Des pays qui n'avaient eux-mêmes pas grand-chose à donner ont quand même donné. Le Mozambique a ouvert ses routes aux combattants de l'ANC. La Zambie a accueilli les exilés. La Tanzanie a servi de base arrière. Et le Nigeria, lui, a fait quelque chose que l'histoire retiendra longtemps. En 1975, le général Murtala Mohammed, chef de l'État nigérian, a refusé de recevoir Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain de l'époque, qui venait faire la tournée de l'Afrique de l'Ouest pour promouvoir la politique américaine, une politique qui, à ce moment-là, soutenait ouvertement le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Le Nigeria a dit non, et ce n'était pas un non timide, un non diplomatique, un non de façade, c'était un non retentissant. Murtala Mohammed a dit clairement, l'ère de la diplomatie de la canonnière est révolue. Et peu de temps après, face à la complicité britannique avec le régime raciste de Pretoria, le Nigeria est allé encore plus loin. Il a nationalisé les actifs de British Petroleum sur son sol, envoyant ainsi un message sans équivoque aux grandes puissances occidentales. Nous ne plaisantons pas avec la liberté de nos frères africains. Voilà ce que l'Afrique a donné à l'Afrique du Sud. Et ce sacrifice collectif, cette solidarité inébranlable, avait un sens profond. Il disait ceci, nous formons un seul peuple. Nos frontières sont des lignes tracées par des colonisateurs, mais notre destin est commun. Et donc, quand en 2008, soit 14 ans seulement après la fin de l'apartheid, une vague de violences xénophobes sans précédent éclate en Afrique du Sud, faisant des dizaines de morts, déplaçant des dizaines de milliers de personnes, brûlant des boutiques, des maisons, des voitures appartenant à des ressortissants étrangers africains, la stupéfaction est totale. Comment est-ce possible? Comment ce pays, dont la libération a été portée par toute l'Afrique, peut-il maintenant se retourner contre ses sauveurs? Comment des hommes et des femmes qui ont risqué leur vie pour voir l'apartheid tomber peuvent-ils aujourd'hui regarder leurs voisins africains se faire chasser comme des animaux? Et pourtant, cela se reproduit. Encore et encore, en 2015 de nouveau, en 2019 de nouveau, et en 2025, les tensions n'ont jamais été aussi fortes. Le mouvement qui incarne le mieux cette haine porte un nom en zoulou, Dudula, un mot qui signifie quelque chose comme repousse ou expulse. Un nom qui, à lui seul, résume une philosophie, dehors les étrangers. Ce mouvement, apparu sur la scène publique avec une force remarquable ces dernières années, est devenu un phénomène politique majeur en Afrique du Sud. Il a su canaliser la colère, la frustration, le sentiment d'abandon d'une partie de la population noire sud-africaine qui estime que 30 ans après la liberté, rien n'a vraiment changé pour elle. Et c'est là que tout se complique, parce que cette colère n'est pas inventée, elle n'est pas fabriquée de toutes pièces, elle est réelle. Et pour la comprendre, il faut regarder les chiffres en face. Le taux de chômage en Afrique du Sud en 2025 frôle les 31%. Cela signifie qu'un Sud-Africain sur 3 n'a pas de travail, pas un emploi précaire, pas un petit boulot informel, rien, aucune source de revenus. Et chez les jeunes de moins de 35 ans, ce chiffre explose à 57%. Plus d'un jeune sur deux est sans emploi dans le pays le plus industrialisé d'Afrique. Ces jeunes-là voient leurs parents vivre dans des townships sans eau courante, sans électricité fiable,
sans perspective réelle. Ils voient des quartiers entiers où les seuls commerces qui fonctionnent appartiennent à des ressortissants étrangers. Ils se demandent pourquoi un étranger peut ouvrir une boutique dans leur quartier alors qu'eux-mêmes n'ont pas les moyens de le faire. Et la réponse à cette question est complexe, elle est nuancée, elle exige une analyse structurelle que peu de politiciens osent leur donner. Alors à la place, certains leur offrent une réponse simple, une réponse facile, une réponse dangereuse. C'est la faute des étrangers. Mais avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Ce que je vais vous exposer dans cette vidéo, ce n'est pas une défense aveugle des migrants, ni une attaque contre le peuple sud-africain. Ce que je veux faire avec vous, c'est comprendre. Vraiment comprendre. Parce que quand on comprend, on peut agir. Et quand on agit avec intelligence, on peut changer les choses. Alors, continuons. Pour saisir la profondeur du problème actuel, il faut revenir à l'architecture même de l'apartheid. Ce régime n'était pas simplement une politique de ségrégation raciale. C'était un système économique sophistiqué conçu pour maintenir la population noire dans une pauvreté perpétuelle et structurelle. Les lois sur les laissez-passer enfermaient les travailleurs noirs dans des zones géographiques précises. Les homelands, ces pseudo-États créés artificiellement, entassaient des millions de personnes dans des zones impropres à l'agriculture, sans infrastructure, sans industrie, sans avenir. L'éducation était délibérément sabotée. Le système bancaire était fermé. L'accès à la propriété était bloqué. En d'autres termes, l'apartheid n'a pas seulement opprimé. Il a organisé méthodiquement l'exclusion économique de la majorité noire sur plusieurs générations. Et quand cet apartheid a officiellement pris fin en 1994, les lois ont changé, mais les structures, elles, sont restées en place. Les terres appartiennent encore majoritairement aux Blancs. Les grandes entreprises sont encore dirigées principalement par des Blancs. Les quartiers huppés sont encore habités principalement par des Blancs. Et les townships, ces zones d'habitat précaires créées par l'apartheid pour parquer la main-d'œuvre noire autour des grandes villes, existent encore. Soweto existe encore. Khayelitsha existe encore. Alexandra existe encore. Les gens qui y vivent ne sont pas là par choix. Ils sont là parce que 30 ans de démocratie n'ont pas réussi à effacer 50 ans d'ingénierie raciale. Et dans ces townships, quand quelqu'un voit un étranger ouvrir un commerce prospère là où lui-même n'arrive pas à joindre les deux bouts, la question qui monte naturellement à la surface, même si elle est injuste, même si elle est mal orientée, c'est pourquoi lui et pas moi? Il y a un autre élément que l'on ne peut pas ignorer, le rôle de la politique dans l'amplification de cette haine. Et c'est là que les choses deviennent franchement scandaleuses, parce que des leaders politiques sud-africains, au lieu d'expliquer à leurs électeurs pourquoi le chômage persiste, pourquoi les inégalités restent béantes, pourquoi les promesses de transformation économique n'ont pas été tenues, ont préféré désigner un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, c'est l'étranger. C'est le Zimbabwéen, le Mozambicain, le Nigérien, le Somalien. Cyril Ramaphosa lui-même, lors de sa campagne électorale, a laissé entendre que les étrangers prenaient les emplois que les Sud-Africains auraient pu occuper. C'est une déclaration d'une irresponsabilité politique remarquable. Parce que quand un chef d'État légitime un discours xénophobe, même de façon implicite, même de façon elliptique, il donne aux groupes les plus radicaux une permission symbolique. Il leur dit « Votre colère est justifiée, et votre cible aussi. » Et voilà comment on aboutit à des scènes absolument terrifiantes. Des hommes qui rentrent chez eux après une journée de travail et qui se retrouvent encerclés par une foule en colère. Des boutiques incendiées en pleine nuit. Des familles qui fuient en laissant tout derrière elles. Des enfants qui grandissent dans la peur, traumatisés par des violences qu'ils n'auraient jamais dû voir. Et parfois, comme cela a été rapporté dans des témoignages glaçants, des erreurs tragiques. Un médecin nigérien, un chirurgien, lynché dans la rue par des gens qui pensaient s'attaquer à un vendeur à la sauvette. Les assassins n'ont même pas pris la peine de vérifier qui ils tuaient. Ils ont vu un visage étranger et ils ont agi. C'est ça, la xénophobie à l'état brut. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de l'économie, c'est de la haine aveugle et elle tue. En 2025, la situation a pris une nouvelle dimension. Les expulsions de migrants sans papier ont considérablement augmenté. Plus de 51 000 personnes ont été expulsées d'Afrique du Sud cette année, contre 46 000 l'année précédente. Le gouvernement affiche ces chiffres comme des preuves de son sérieux, de sa détermination à répondre aux inquiétudes de la population. Mais les mouvements comme Doudoula et des groupes similaires comme Match et Marche disent que ce n'est pas assez. Ils veulent davantage.
Ils veulent des quartiers entièrement purifiés de toute présence étrangère. Et leur rhétorique devient de plus en plus radicale, de plus en plus agressive, de plus en plus dangereuse. Ce qui est frappant, c'est que ces mouvements ne restent pas dans l'ombre. Ils descendent dans la rue, en plein jour, avec des pancartes, des mégaphones et des caméras. Ils savent que les réseaux sociaux amplifient leur message. Ils savent que la colère fait cliquer, que la peur fait partager. Et ils utilisent ces outils avec une efficacité redoutable. Leur discours a infiltré les conversations ordinaires, les marchés, les transports en commun. Dans certains townships, il est devenu socialement acceptable, voire valorisé, d'afficher une hostilité ouverte envers les étrangers. Et cela crée une atmosphère dans laquelle la violence peut éclater à tout moment, pour n'importe quelle raison, sur n'importe quelle cible. Mais voilà ce que les porteurs de ce discours ne vous disent pas. Ils ne vous disent pas que les migrations sont, dans l'écrasante majorité des cas, économiquement bénéfiques pour les pays d'accueil. Ils ne vous disent pas que les immigrants créent des emplois plutôt qu'ils n'en détruisent, parce qu'ils ouvrent des commerces, achètent des biens, payent des loyers, payent des impôts dans les marchés informels. Ils ne vous disent pas que les entreprises qui préfèrent embaucher des travailleurs sans papier pour les exploiter à bas prix ne sont pas des victimes. Elles sont des criminels, et c'est elles qu'il faudrait cibler en premier. Ils ne vous disent pas que le vrai problème de l'Afrique du Sud n'est pas les immigrants. C'est une structure économique héritée de l'apartheid qui continue à concentrer la richesse dans les mains d'une minorité pendant que la majorité noire attend toujours sa part. Mais la vérité est moins facile à vendre que la haine. La vérité exige un effort. Elle exige qu'on remette en question des systèmes, des habitudes, des intérêts. Elle exige du courage politique. Et ce courage en Afrique du Sud est aujourd'hui cruellement absent. Je veux maintenant vous parler d'un tournant politique qui a tout changé. En mai 2024, pour la première fois depuis 1994, l'ANC a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est un séisme. Depuis 30 ans, l'ANC gouvernait seule, fort de la légitimité historique de la lutte contre l'apartheid. Cette légitimité lui permettait de se permettre à peu près n'importe quoi. La corruption, l'incompétence, les promesses non tenues, les scandales à répétition. Jacob Zuma en est l'illustration la plus flagrante. Des années de pillage systématique de l'État, ce que les Sud-Africains appellent le state capture, ont littéralement vidé les caisses du pays, désorganisé les institutions, démobilisé les services publics. Et pendant ce temps, les inégalités continuaient de se creuser, le chômage continuait de grimper et les townships continuaient de se détériorer. Le résultat de tout cela, c'est une population qui a perdu confiance. Une population qui ne croit plus aux promesses de ses dirigeants. Une population qui cherche des réponses là où elle peut les trouver. Et dans ce vide politique, des voix extrémistes ont prospéré. Les discours xénophobes ont comblé le vide laissé par des politiques publiques défaillantes. Et Cyril Ramaphosa se retrouve aujourd'hui face à un dilemme politique impossible à résoudre facilement. S'il réprime sévèrement les groupes xénophobes, il risque d'aliéner une partie de son électorat qui sympathise avec leurs discours, même sans approuver leur violence. S'il laisse faire, il envoie un signal de faiblesse et d'impunité qui encourage les violences à continuer. Alors il fait ce que font souvent les politiciens face à un problème trop complexe. Il fait semblant d'agir. C'est dans ce contexte que le gouvernement sud-africain a annoncé l'adoption d'un nouveau livre blanc sur la citoyenneté, l'immigration et la protection des réfugiés. Un document censé rationaliser la politique migratoire, lutter contre la fraude, renforcer la sécurité nationale et stimuler la croissance économique. Sur le papier, cela semble raisonnable. Dans les faits, c'est une réponse politique à une pression populaire, une façon de signaler à l'électorat « Nous vous entendons, nous durcissons le ton ». Mais cette réforme ne s'attaque pas aux causes profondes du chômage. Elle ne redistribue pas les terres, elle ne démantèle pas les structures héritées de l'apartheid. Elle ne crée pas les millions d'emplois dont les jeunes sud-africains ont désespérément besoin. Elle pointe du doigt l'étranger comme partie du problème. Et ce faisant, elle valide une rhétorique qui a déjà coûté des vies. Alors voilà où nous en sommes en 2025. L'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, le pays qui a incarné l'espoir de toute l'Afrique noire, se retrouve à un carrefour dangereux, entre la promesse non tenue de la démocratie et la tentation du repli identitaire, entre l'idéal de Mandela et la brutalité des rues, entre ce qu'elle prétend être et ce qu'elle est en train de devenir. Et le reste de l'Afrique regarde, avec une inquiétude croissante, une colère légitime et beaucoup de questions sans réponse. Reprenons là où nous nous sommes arrêtés.
Parce que cette histoire n'est pas finie. Elle ne fait même que commencer. Et pour vraiment comprendre l'ampleur de ce qui se joue entre l'Afrique du Sud et ses voisins africains, je vais vous amener dans un endroit très particulier, l'hémicycle du Sénat nigérian. Ce qui s'y est passé récemment est d'une importance capitale, et j'ai le sentiment que vous n'en avez probablement pas encore entendu parler à la mesure de ce que cela mérite. Imaginez la scène, des sénateurs nigérians, des hommes et des femmes élus pour représenter un des pays les plus peuplés et les plus puissants d'Afrique, sont réunis en séance. L'ordre du jour est grave. Encore des Nigérians tués en Afrique du Sud. Encore des commerces incendiés. Encore des familles terrorisées. Encore des corps rapatriés dans des cercueils. Et ce jour-là, quelque chose change dans le ton du débat. Quelque chose qui laisse entrevoir la profondeur de la blessure que cette situation inflige au Nigeria, mais aussi l'étendue des mesures de rétorsion que ce géant ouest-africain pourrait décider de prendre. Un sénateur prend la parole. Et ces mots sont d'une clarté redoutable. Il commence par rappeler l'histoire, cette histoire que j'évoquais tout à l'heure, le rôle du Nigeria dans la lutte contre l'apartheid, le refus d'accueillir Kissinger, la nationalisation de BP Petroleum. Il dit « Nous avons tout donné, nous avons mis notre honneur, notre économie, nos relations diplomatiques dans la balance pour libérer l'Afrique du Sud. Et voilà ce que nous recevons en retour. » Il dit cela sans tremblement dans la voix, avec une froideur que l'on ne peut qualifier que de calculée. Et ensuite, il lance ce qui ressemble à une déclaration de guerre économique. Il propose 2 mesures concrètes, 2 mesures qui, si elles étaient appliquées, auraient des conséquences considérables pour l'Afrique du Sud. Première mesure, retirer la licence d'exploitation de MTN au Nigeria. MTN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand opérateur de télécommunications d'Afrique, dont le siège est à Johannesburg, en Afrique du Sud. Au Nigeria seul, MTN génère des revenus estimés à 3,6 milliards de dollars par année. En 2025, 3,6 milliards de dollars. Et pour l'ensemble du continent africain, MTN enregistre des revenus d'environ 13,2 milliards de dollars. Ce sont des chiffres vertigineux. Et le sénateur dit, si vous continuez à tuer nos citoyens, nous prenons MTN. Nous la nationalisons. Nous l'offrons à des opérateurs nigérians. Et les Sud-Africains qui travaillent au Nigeria peuvent rentrer chez eux. Des juristes, des militants des droits humains, des universitaires, des membres de la société civile qui se battent sans relâche pour rappeler que la Constitution sud-africaine, l'une des plus progressistes au monde, protège tous les êtres humains sur le sol sud-africain, pas seulement les citoyens. Ces voix existent. Elles sont courageuses. Mais elles ont de plus en plus de mal à se faire entendre dans un contexte politique où le populisme xénophobe a le vent en poupe. Le mouvement du Doula, pour revenir à lui, est un cas d'étude fascinant et inquiétant à la fois. Né dans les townships, porté par des hommes et des femmes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'espoir en l'avenir tel qu'il leur a été promis, ce mouvement a réussi à se transformer en parti politique en l'espace de quelques années seulement. Il a subi des condamnations pour pratiques illégales en 2025, mais ces condamnations n'ont pas entamé sa popularité. Au contraire, elles lui ont donné une aura de martyr, un récit de persécution qui renforce l'adhésion de ses partisans. C'est le paradoxe de ce type de mouvement. Chaque tentative de le réprimer par les voies légales devient du carburant pour sa propagande. À côté de Dudula, des groupes comme Match et Marche maintiennent une pression constante dans la rue. Leurs modes d'action sont variés. Manifestations, barrages routiers, fermeture forcée de commerces tenus par des étrangers, intimidation, parfois violence directe. Ces groupes s'organisent sur les réseaux sociaux, diffusent leurs vidéos en direct, construisent des communautés en ligne qui leur permettent de mobiliser rapidement des foules. Ils sont en avance sur les autorités dans leur usage des outils numériques. Et cette avance leur donne un avantage tactique considérable. Face à cette situation, le gouvernement de Ramaphosa est dans une position délicate. D'un côté, il est tenu par une constitution qui lui interdit de discriminer sur la base de la nationalité ou de l'origine. De l'autre, il est sous pression d'un électorat dont une partie significative sympathise avec le discours anti-immigrant, même si elle ne cautionne pas nécessairement les violences. Le calcul politique est simple et brutal. Si vous réprimez trop fort les mouvements xénophobes, vous perdez des voix. Si vous ne faites rien, vous perdez votre légitimité en tant que garant de l'ordre constitutionnel et de révocation de la licence de DSTV. Il y a des réalités économiques qui ont le pouvoir de changer la nature de ce conflit. Des réalités qui rendent la situation bien plus complexe et bien plus explosive
que ce que les titres de journaux ne laissent paraître. Commençons par MTN. Nous en avons déjà parlé, mais je veux que vous mesuriez vraiment l'ampleur de ce que représente cette entreprise. MTN n'est pas juste un opérateur téléphonique. C'est l'une des plus grandes entreprises du continent africain. Point. Elle est présente dans plus de 20 pays africains. Elle dessert des centaines de millions d'abonnés. Au Nigeria, où elle est l'opérateur numéro 1, ses revenus pour la seule année 2025 s'élèvent à environ 3,6 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que le produit intérieur brut de certains pays africains entiers. Et sur l'ensemble du continent, MTN génère environ 13,2 milliards de dollars de revenus annuels. Ce sont les revenus d'une multinationale de premier plan mondial. Ce n'est pas une petite boutique de quartier. Maintenant, si le Nigeria retire la licence de MTN sur son sol, que se passe-t-il? Plusieurs choses simultanément. Premièrement, MTN perd son marché le plus rentable d'Afrique. Le Nigeria représente une part disproportionnée de ses revenus globaux. Une perte de 3,6 milliards de dollars par an, ce n'est pas quelque chose qu'une entreprise absorbe sans conséquences dramatiques sur sa valorisation boursière, sur ses capacités d'investissement, sur ses emplois. Deuxièmement, des milliers d'employés nigérians de MTN se retrouveraient du jour au lendemain sans emploi, ce qui crée un paradoxe savoureux. En voulant protéger les travailleurs nigérians contre la concurrence étrangère perçue, on risquerait d'en mettre des milliers au chômage. Troisièmement, les millions d'abonnés nigérians de MTN devraient migrer vers d'autres opérateurs, ce qui crée une période de chaos dans les communications du pays le plus peuplé d'Afrique. Et quatrièmement, l'image du Nigeria comme destination d'investissement étranger prend un coup sévère, parce que les investisseurs du monde entier observent comment un pays traite les entreprises étrangères établies légalement sur son sol. Ce n'est donc pas une décision simple, ce n'est pas un levier qu'on actionne sans réfléchir aux conséquences pour soi-même. Et c'est précisément ce que les sénateurs les plus lucides comprennent. La menace de nationaliser MTN est une arme de dissuasion massive. Elle est efficace parce qu'elle est crédible, parce que le Nigeria en a les moyens juridiques et politiques, parce que l'histoire montre qu'il est capable de prendre des décisions économiques courageuses et dures. Mais la brandir n'est pas la même chose que s'en servir. Et pour l'instant, c'est bien une menace qui est sur la table, pas une décision prise. Voyons maintenant l'autre côté de l'équation. Que représente le Nigeria pour l'Afrique du Sud économiquement? La réponse est plus nuancée qu'on ne le croit. L'Afrique du Sud exporte vers le Nigeria des produits manufacturés, des biens d'équipement, des produits alimentaires transformés. Le Nigeria est l'un de ses partenaires commerciaux les plus importants en Afrique subsaharienne. Mais voici ce qui est intéressant. Le commerce bilatéral entre les deux pays est déficitaire pour le Nigeria. En d'autres termes, c'est l'Afrique du Sud qui gagne davantage de cette relation commerciale que le Nigeria. Ce qui signifie que si les relations se détérioraient au point d'entraîner une rupture commerciale, c'est l'Afrique du Sud qui aurait le plus à perdre, au moins sur ce plan spécifique. Cette asymétrie économique est un élément fondamental pour comprendre pourquoi le Sénat nigérien parle avec une telle confiance. Le Nigeria sait qu'il a des leviers. Il sait qu'une pression économique coordonnée, si elle est bien menée, peut faire mal à Pretoria. Et il sait aussi que l'Afrique du Sud a besoin de ses voisins africains bien plus qu'elle ne le reconnaît publiquement. L'Afrique du Sud a besoin des marchés africains pour ses exportations. Elle a besoin des routes commerciales africaines pour ses importations. Elle a besoin de la paix diplomatique avec ses voisins pour maintenir son statut de puissance régionale. Et elle a besoin plus que tout de ne pas se retrouver isolée sur un continent qui commence à se lasser de ses contradictions. Parce que c'est là que le vrai danger se profile. L'Afrique du Sud n'est pas seulement en crise diplomatique avec le Nigeria. Elle est en crise diplomatique avec le Ghana également, qui a récemment exprimé ses propres inquiétudes face aux violences subies par ses ressortissants. Elle est sous pression de l'Union africaine qui surveille la situation avec une attention croissante. Et elle est observée par la communauté internationale, qui se demande si la démocratie arc-en-ciel de Mandela est en train de se transformer en quelque chose de très différent et de bien moins flatteur. Il y a une image que je veux vous offrir pour illustrer cette situation. Imaginez un homme qui hérite d'une grande maison. Cette maison a été construite avec l'aide de tous ses voisins. Certains ont fourni les briques, d'autres le ciment, d'autres encore ont travaillé gratuitement pendant des années pour que la maison soit solide et belle. Et maintenant que la maison est debout, cet homme dit à ses voisins « Vous n'êtes plus les bienvenus ici, allez-vous en, c'est ma maison maintenant. »
Et si ses voisins protestent, il hausse les épaules. L'histoire ne lui appartient plus. Il est là maintenant, c'est son droit. L'ingratitude dans cette image est évidente. Mais la question de savoir si l'ingratitude crée un droit de retour est plus complexe. La morale dit oui, le droit international dit c'est plus compliqué. Et la politique dit que ça dépend du rapport de force. Passons maintenant à une dimension que l'on néglige souvent dans cette discussion. Le rôle de la diaspora africaine dans la reconstruction des économies du continent. Les Nigérians vivant en Afrique du Sud ne sont pas là par hasard et ils ne sont pas là pour voler quoi que ce soit. La majorité d'entre eux sont là parce qu'ils cherchent à construire quelque chose de mieux pour eux et pour leur famille. Certains sont des commerçants qui approvisionnent des marchés entiers. D'autres sont des ingénieurs, des médecins, des universitaires, des entrepreneurs dans des secteurs technologiques de pointe. Et leur présence objectivement enrichit les communautés où ils s'installent, même si cela n'est pas toujours perçu ainsi par ceux qui les côtoient. Il y a aussi la question de la criminalité, parce qu'on ne peut pas traiter ce sujet honnêtement en faisant semblant que tout est parfait. Oui, il y a des Nigérians en Afrique du Sud qui sont impliqués dans des activités illégales. Oui, des réseaux de trafic de drogue ont des connexions nigérianes. Oui, des cas de fraude impliquant des ressortissants nigérians ont été documentés. Ce serait malhonnête de le nier, mais voici ce qu'il faut dire avec la même franchise. La criminalité n'a pas de nationalité. Il y a des criminels sud-africains, il y a des criminels zimbabwéens, il y a des criminels australiens et des criminels britanniques. Et dans chaque communauté, la grande majorité des membres est honnête, travailleuse, respectueuse des lois. Réduire une communauté entière à ces éléments les plus criminels est une manipulation intellectuelle qui sert les intérêts des démagogues, pas ceux de la vérité. Ce que les mouvements xénophobes ont réussi à faire, c'est créer dans l'esprit d'une partie de la population sud-africaine une équation simple et fausse. Étranger égale problème. Et cette équation, une fois gravée dans les esprits, est extraordinairement difficile à effacer, parce qu'elle donne une explication simple à des problèmes complexes. Parce qu'elle offre un ennemi visible et accessible quand les vrais ennemis, la corruption, les inégalités structurelles, l'héritage de l'apartheid, sont invisibles ou inaccessibles. Parce qu'il est plus facile de brûler une boutique dans le quartier d'à côté que d'affronter un système économique qui vous a condamné avant même votre naissance. Et c'est là que réside la vraie tragédie de la xénophobie en Afrique du Sud. Ce n'est pas seulement une tragédie pour les étrangers qui en sont victimes, c'est une tragédie pour les Sud-Africains eux-mêmes. Parce qu'en se retournant contre leurs voisins africains, ils se détournent de leurs vrais adversaires. Ils dépensent leur énergie, leur colère légitime et leur potentiel de mobilisation contre des cibles qui ne sont pas responsables de leur situation. Et pendant ce temps, les structures qui les maintiennent dans la pauvreté, elles, restent intactes. Les grands propriétaires terriens, eux, dorment tranquilles. Les directeurs généraux des grandes entreprises minières et financières, eux, continuent de percevoir leurs dividendes. Et les politiciens qui ont orchestré le pillage de l'État pendant des années, eux attendent la prochaine élection pour recommencer. Il y a quelque chose de profondément douloureux dans ce constat, parce que le peuple sud-africain noir a souffert. Il a souffert pendant des siècles, il a été opprimé, dépossédé, humilié, effacé, et quand enfin la liberté est arrivée, elle n'a pas apporté ce qu'elle promettait. La terre n'a pas été redistribuée, la richesse n'a pas été partagée, les opportunités n'ont pas été créées. Et face à cette déception profonde, face à cette trahison de l'espoir, il est humainement compréhensible qu'une partie de la population cherche une explication, cherche un coupable, cherche quelqu'un sur qui pointer la colère accumulée depuis des générations. Ce n'est pas excusable, mais c'est compréhensible. Et la distinction entre comprendre et excuser est fondamentale si l'on veut vraiment résoudre le problème. Voilà pourquoi les réponses politiques purement répressives ne fonctionneront pas. Vous pouvez arrêter des membres de Doudoula. Vous pouvez condamner des groupes xénophobes. Vous pouvez expulser des milliers de migrants irréguliers. Mais si vous ne changez pas les conditions économiques qui alimentent la haine reviendra, sous une autre forme, avec un autre nom, mais avec la même intensité et la même capacité destructrice. Ce qu'il faut, et c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est une réforme structurelle réelle et profonde de l'économie sud-africaine. Il faut redistribuer les terres de façon juste et légale. Il faut créer un système éducatif qui donne réellement des compétences aux jeunes. Il faut construire des infrastructures dans les townships qui permettent à des entrepreneurs locaux de se lancer et de réussir. Il faut lutter sérieusement contre la corruption qui gangrène les institutions publiques depuis trop longtemps
Et il faut des leaders politiques qui aient le courage de dire la vérité à leurs électeurs, même quand cette vérité est difficile à entendre. Est-ce que l'Afrique du Sud est capable de tout cela? Théoriquement, oui. Elle a les ressources. Elle a les institutions. Elle a une constitution exceptionnelle. Elle a des universitaires brillants, des entrepreneurs talentueux, une société civile active et courageuse. Ce qu'elle n'a pas encore, c'est la volonté politique de faire les choix difficiles. Et tant que cette volonté fera défaut, le cycle de la xénophobie continuera. Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans la réaction de la communauté internationale face à cette crise. Nous allons regarder ce que l'Union africaine peut faire, ce que les autres pays du continent peuvent faire et surtout ce que les Africains ordinaires, vous et moi, pouvons faire face à une situation qui nous concerne tous. Parce que la xénophobie en Afrique du Sud n'est pas un problème sud-africain. C'est un problème africain et sa solution, si elle existe, devra être africaine.